2026 commence en fanfare avec l'aboutissement des tensions entre les États-Unis et le Venezuela et un procédé nouveau pour régler les conflits, le kidnapping d'un chef d'État. En effet, dans la nuit du 2 au 3 janvier, les forces américaines sont intervenues à Caracas pour enlever le président vénézuélien Nicolás Maduro ainsi que son épouse et les ont immédiatement transférés aux États-Unis. Des photos et vidéos ahurissantes de Nicolás Maduro ont rapidement été publiées dans la presse. On y voit notamment le président vénézuélien en jogging et en pantoufles, escorté par des agents de la DEA et souhaiter la bonne année aux gardiens de l'établissement pénitentiaire où il a été enfermé. Le matin même du 3 janvier, Donald Trump et plusieurs membres de son gouvernement tenaient une conférence de presse exceptionnelle à Palm Beach pour rendre compte du succès de l'opération et de leurs intentions à venir. La doctrine Monroe, c'est très important, mais nous l'avions oublié. Nous ne l'oublions plus. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie de sécurité nationale, la domination américaine dans l'hémisphère occidental ne sera plus jamais remise en question. But I want to be clear about one thing. Nicolas Maduro had multiple opportunities to avoid this. Je voudrais clarifier un point. Nicolás Maduro avait de nombreuses opportunités d'éviter cela. Il a reçu des offres très généreuses. Au lieu de cela, il a choisi de se comporter en sauvage et de faire le malin. Ce type avait de nombreuses opportunités de trouver son chemin ailleurs. Il aurait pu aller vivre ailleurs dans un autre pays et serait maintenant très heureux. Mais il a préféré jouer au dur. Et maintenant, il va avoir des ennuis. Et je pense que le message pour le monde, le président Trump veut s'entendre avec tout le monde en général. Mais ne jouez pas au malin avec lui, parce que cela ne va pas bien se passer. Je suppose que la leçon a été retenue la nuit dernière. That lesson was learned last night. L'opération a été l'aboutissement de mois de planification et d'entraînement répétés. Une opération que seules les forces armées des États-Unis peuvent entreprendre. J'aimerais vous donner ce matin certains éléments sur la préparation, sans pour autant révéler de façon compromettante nos tactiques, étant donné qu'il y a toujours une chance pour que nous ayons à effectuer ce genre d'opération à nouveau. Si je vivais à la Havane, j'aurais certainement quelques inquiétudes. Pour rappel, la raison officielle brandie en prétexte au mandat d'arrêt contre Nicolás Maduro serait son implication dans le trafic de drogue. Une accusation qui n'est prise au sérieux par aucun expert, tandis que personne, pas même les États-Unis, ne masque le fait que leur objectif premier est de tirer profit de l'exploitation des ressources pétrolières du Venezuela, qui, faut-il le rappeler, sont les plus grandes du monde. En attendant, malgré l'enlèvement de son président, le Venezuela reste pour le moment très stable selon Romain Migus, expert de la région, qui se trouvait au Venezuela il y a encore quelques jours. Les États-Unis quand même gagné quelque chose puisque Nicolás Maduro et sa femme ont été montrés en trophée et vont subir un procès pour trafic de drogue qui est complètement absurde puisque le Venezuela n'a aucun rôle dans le trafic de cocaïne international ou un rôle très très marginal duquel ne fait pas partie l'État vénézuélien bien évidemment. Venezuela a réagi en tant qu'État. La vice-présidente a convoqué le Conseil d'État de défense de la nation où était présent le haut commandement militaire, tous les pouvoirs de la République, c'est-à-dire le représentant du pouvoir législatif, le représentant du pouvoir exécutif, donc elle-même, le représentant du pouvoir judiciaire et le représentant du pouvoir moral, qui est un autre pouvoir qui existe au Venezuela, plus tous les vice-présidents par secteur, plus des représentants des gouverneurs et du pouvoir local, c'est-à-dire de l'État vénézuélien. Nous ne sommes pas en Libye, nous ne sommes pas en Syrie, où en décapitant un leader et son fils, on décapite un État. Ici, il n'y a pas de dynastie au Venezuela. Maduro était effectivement le leader emblématique, mais la révolution bolivarienne a construit un État et un fort maillage territorial par la suite aussi. Donc, la réponse de Donald Trump et de Marco Rubio a été de dire ça, c'est très important. Nous allons traiter avec la vice-présidente qui va devenir présidente, Delcy Rodriguez. Il y a des négociations avec elle, etc., etc. Et ce faisant, il a mis sur la touche l'opposition qui pourtant soutenait jusqu'alors María Corina Machado et Edmundo González. Quand il a été interrogé sur María Corina Machado, il a dit tel quel, nous ne sommes pas en contact car elle n'a ni soutien ni respect au Venezuela.
Alors c'est intéressant parce que pour quelqu'un qui aurait gagné les élections avec 70% de vote, elle n'a ni soutien ni respect. Donc ils savent très bien avec qui il va falloir avoir un tête-à-tête. Donc c'est-à-dire que les États-Unis ont leur trophée, on va dire, dans la personne de Maduro, du président Maduro et de sa femme. Et désormais, le régime chaviste ne bouge pas, mais ne bouge pas d'un centimètre. C'est-à-dire ce sont exactement les mêmes personnes qui sont à la tête de l'État vénézuélien. Et au sein de ce Conseil de défense de la nation, et cela a été ratifié par la suite par le haut commandement militaire et par le pouvoir judiciaire, tout le monde reconnaît que le président légitime et constitutionnel continue d'être Nicolás Maduro. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'absence, il y a juste un empêchement de gouverner. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection avant 2030, avant la fin du mandat de Nicolás Maduro. Donc, les structures de l'État sont bien en place au Venezuela. La grande interrogation désormais sera de savoir comment les États-Unis et le Venezuela vont négocier avec un Trump qui entend administrer le pays, mais ne semble pas du tout désireux de procéder à une opération terrestre qui semble totalement improbable. Déclaration de Trump. Donc, il s'est dit, nous allons administrer le Venezuela, nous gérerons l'industrie pétrolière, etc., etc. Alors là, on est un peu dans le théâtre parce que je ne sais pas comment il va s'y prendre pour administrer le Venezuela, parce que pour ça, il aurait fallu une invasion militaire. Or, il n'y en a pas eu, il n'y en aura pas. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'invasion? Et là, c'est un aveu de faiblesse des États-Unis, parce que généralement, quand on regarde ce qu'ils ont fait, que ça soit en Irak, en 2003, en Libye, voire même en Syrie, par proxy ou directement par l'armée des États-Unis, ils envahissent et ils mettent leur homme de paille, ou dans le cas du Venezuela, leur femme de paille, à la tête du pays. Ils ne l'ont pas fait. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que le Venezuela, depuis 2005, a une doctrine militaire qui repose sur la participation populaire avec des techniques de guérilla et de commandement décentralisé. Au Venezuela, l'armée est loyale. L'armée, c'est 300 000 personnes. La police, à peu près 200 000 personnes. Donc, ça fait déjà 500 000 hommes en armes, plus au moins 3 millions de milices populaires réparties sur le territoire, aguerries aux techniques de guérilla et formés non seulement au maniement des armes, mais aussi de lance-roquettes et de drones. Je reviens du Venezuela et je peux vous dire que la connaissance dans le monde militaire du théâtre d'opération ukrainien est assez développée. De nombreux autres points sont encore à éclaircir, à commencer par la position de la Chine, qui achète de grandes quantités de pétrole au Venezuela et ne devrait pas renoncer si facilement aux contrats signés avec Caracas. Quant à l'Union européenne, elle brille comme toujours par sa faiblesse et son inexistence. Emmanuel Macron, fidèle jusqu'au bout à son « en même temps », s'est à la fois réjoui de la fin de Maduro avant 48 heures plus tard de dénoncer les méthodes américaines. Désormais, tout le monde s'interroge sur le prochain coup de Donald Trump, alors que le président américain s'est subitement rappelé du Groenland ou que ses proches parlent de Cuba. 2026 promet déjà son nouveau lot de surprises. Après le Venezuela, bientôt le Groenland. Dimanche, le président des États-Unis, Donald Trump, a réaffirmé avoir besoin du Groenland pour la sécurité nationale, prétendant que le Danemark ne peut pas s'en occuper. La veille, l'épouse du directeur du cabinet adjoint de la Maison-Blanche a publié sur X une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain, avec pour légende « Soon », signifiant « bientôt ». Le Premier ministre danois, Mette Frederiksen, a répondu que le Groenland n'est pas à vendre. Ça tombe bien, tout porte à croire que Donald Trump n'a pas l'intention de l'acheter.